after they become refugees, to speak about them in terms of waves and invasions and completely dehumanizing them. It's bad luck because it's a bad year. There are results of the climate disaster, and it will get worse unless we take action, and urgent action. En tout cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'essayer en tant que société civile. Il y a un moment où, si nous, on fait rien, qui le fera? Nous, en tant que jeunes, notre seule responsabilité, c'est d'organiser la résistance face à lui, face aux intérêts qu'il protège, et de construire la société de demain. Well, in terms of leaders saying that we're exaggerating, the sky is literally red in Oregon. The sky is the wrong color. So we're not exaggerating when we literally say we're in a climate emergency. There was I saw this video online of fire tornadoes and blood red skies. So if you're not nervous about that, and if you don't feel like there's an urgency to act on this issue saying that, then that's an issue with you and not an issue with me, because when the sky's the wrong color, I feel like we need to act. I don't know what people are expecting, that when the clock strikes 12 on 2021, things are going to get better. They're not. It's not. 2020 is not some strange curse. It's really the grand culmination of a lot of issues that have been building up for a long time. And so these fires aren't just bad luck because it's a bad year. They're results of the climate disaster, and it will get worse unless we take action, and urgent action. None of that small incremental stuff. I'm talking real sweeping radical climate action. The climate crisis is really a grand culmination of all of our societal wrongs, of colonialism, of capitalism gone wrong, of all of these things. So there's no way that we're going to solve the climate crisis without also addressing social issues, because the climate crisis impacts the most marginalized more. If you are a person who is poor, if you are a person who is of Black or brown, or a person of color, if you live in the global South, if you all these different identities and different regions and different aspects of your life, the climate crisis is inherently unjust. The climate crisis is inherently racist. The carbon molecules themselves aren't racist. Obviously, the physical climate change itself doesn't care about your social status or anything, but the systems that created it do, and the financial systems and the systems that can give you the resources to get out of a climate disaster or move to a place that is less disaster is very discriminatory. So humans are very, very discriminatory. J'avais une conversation avec mon frère et il m'avait dit que il n'était pas très à l'aise dans l'idée d'aller manifester parce qu'il ne voulait pas que quelque chose lui arrive. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment touché. Et je trouve que c'est pas normal pour quelqu'un de son âge d'avoir peur de sortir dans la rue, entouré de policiers, des choses comme ça. Donc je trouvais que c'était super important et je voulais lui montrer qu'on est tous ensemble, on va se battre pour la cause. The reason to enter the port was made after consideration with the medical team who we had on board. We were having meetings each and every day about the condition of the people on board. And after 2.5 weeks of waiting, the medical condition, particularly the mental health of people, was at a level that we couldn't guarantee their safety on board the ship anymore. And we decided to enter the port without the permission. Nearly all the people who we had on board have experienced torture. Some have been kidnapped to extract money from their families for their release. Women have been raped, there is forced labor, there's slavery. It doesn't really matter what is the condition of the people that you have on board. It doesn't matter if they're sleeping on the floor. It doesn't matter if you have a shower for them or not. They have a right, and a right guaranteed by the international community to be brought to a safe place. We speak about actual people with names and stories and a history before and after they become refugees, to speak about them in terms of waves and invasions and completely dehumanizing them. The leading figures in the European Union have a very clear plan about the border externalization and the militarization. We can see that in the increased spending on the Frontex EU border police, which is massively involved in human rights abuses, which are well documented. That has been an ongoing process, which is very well organized, and making life for people in any type of refugee camp completely unlivable and putting them in miserable conditions is part of that structural decision within the EU, because alleviating the problem
in Calais or in Lesbos would be super easy if the governments wanted it. But in turn, in completely the contrary, they're deciding to make the conditions horrible because they think that would prevent more people from coming. But the situation is, if people are running from a war, a badly run camp isn't going to prevent them from doing that. It's not only that they're not willing to help, they're also actively preventing people from helping. And it's the same situation that you have in Calais. The civil society is actually, there are people willing to help, but then the government is preventing them to provide aid. And that, I think, is just beyond words. Il y a déjà eu des primaires ouvertes, des primaires fermées. Et pourtant, on voit bien que l'envie d'y aller, personnelle, d'hommes et de femmes, et surtout d'hommes, est supérieure. À nouveau, c'est un pari. Je dis pas qu'on va réussir. Est-ce que c'est déjà le moment en 2022 ? Est-ce que les mentalités sont prêtes ? En tout cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'essayer en tant que société civile. Il y a un moment où, si nous, on fait rien, qui le fera ? Est-ce qu'on les laisse se battre entre égaux et s'écharper ? Non, je crois qu'on a aussi notre part de responsabilité. Et ce qu'on fait, c'est un appel à leur responsabilité à eux. Et ce qu'on leur dit tout simplement, c'est qu'on est prêt à aider à construire un rassemblement sur un programme qui est avec une vraie valeur d'égalité, une vraie valeur d'écologie, une vraie valeur de démocratie, à condition qu'ils suivent un processus qui permette de dégager vraiment un programme commun et une candidate légitimée par un processus. Alors, dans votre appel, vous écrivez que vous êtes opposé résolument à plein de choses, dont le présidentialisme. Pour autant, cet appel est bien pour aboutir à une candidature commune à l'élection présidentielle. Donc, c'est lutter contre le présidentialisme en faisant le jeu du présidentialisme. Il y a un moment, il faut rentrer dans les règles du jeu d'un système pour changer les règles par la suite. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est que dans le programme commun, quoi qu'il arrive, il y ait la fin d'un présidentialisme, la fin d'une république où un homme providentiel déciderait tout. On voit bien que ça ne marche pas. On voit bien qu'élection après élection, et que ce soit Emmanuel Macron ou les autres, créent un espoir fou au moment de l'élection, et puis après, le lendemain, on a tous la gueule de bois. Donc ce système-là ne fonctionne plus aujourd'hui dans le jeu de contraintes qu'on a au niveau international, avec les entreprises qui ont pris un pouvoir de plus en plus important. Donc il est temps, je pense, d'avoir un autre modèle de gouvernance où les règles du jeu sont fondamentalement différentes. Avoir 20 ans en 2020, c'est pas facile. Vous avez envie de lui répondre quoi ? C'est sûr que d'avoir 20 ans en 2020 sous Macron, c'est vraiment pas facile. Sous Macron et en plein Covid, c'est vraiment pas facile. Donc moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il faut qu'il arrête de mentir. Et qu'il arrête ses opérations de communication politique pour aller soi-disant draguer un nouvel électorat jeune. En fait, il n'est pas crédible, on ne croit plus, il a piétiné la démocratie, il a piétiné nos droits fondamentaux ces dernières années. Donc en fait, moi j'ai envie de lui dire, c'est même pas la peine d'essayer, entre guillemets, c'est mort. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, notre seule responsabilité, c'est d'organiser la résistance face à lui, face aux intérêts qu'il protège et de construire la société de demain. Pourquoi ce titre « Joie militante » Ça peut sembler presque une antithèse. Beaucoup de gens ont l'expérience contraire. Oui, complètement. Et d'ailleurs, j'ai très peur avec ce titre qu'on déçoive les attentes, que les gens s'attendent à trouver un manuel de joie, alors que, bon, évidemment, c'est pas si simple que ça. En fait, la joie de Bergman et Montgomery, c'est la joie spinoziste. C'est-à-dire, c'est pas du tout la joie au sens le bonheur, un espèce d'état comme ça. Béat. Ouais. Béat, exactement. C'est plutôt la joie comme potentiel de transformation. Et donc, ça peut inclure tout un ensemble d'émotions, pas seulement des émotions positives. Et c'est ça qui est vraiment très puissant dans leur livre, c'est la capacité justement à essayer de trouver qu'est-ce qui, dans les luttes, nous rend plus puissants, plus puissantes, qu'est-ce qui accroît nos capacités, qu'est-ce qui renforce nos liens justement, et y compris des luttes qui peuvent partir d'émotions qui sont le deuil, qui sont la perte, qui sont la colère, qui sont en fait des émotions qui traversent souvent, en fait, qui mettent en mouvement dans le monde aujourd'hui. Particulièrement en ce moment. Là où je trouve ça intéressant par rapport à ce que tu dis, Sarah, c'est que finalement, l'écho que je vois entre nos deux livres, c'est que Sarah, tu t'adresses, d'après ce que je comprends, à un public de personnes qui voudraient entrer en action mais qui ne savent pas tellement comment le faire. Et j'ai l'impression que Joie militante s'adresse à un public de personnes qui militent depuis un certain moment, qui sont un peu échaudées par le militantisme et qui cherchent des façons de retrouver en fait ce qui peut constituer la puissance qu'on peut trouver dans les premiers temps de militantisme ou alors quand jaillit un mouvement social, etc. Les gens qui sont non militants ou qui ont intérêt à ce qu'il y ait moins de militantisme disent toujours que la radicalité, c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense que c'est intéressant. Qui aliène du reste du public. Exactement.
Donc je pense que c'est important d'être radical dans ses ambitions, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie question de comment est-ce qu'on crée du lien aujourd'hui à l'ère de la polarisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à retrouver des publics qui ne sont pas sensibilisés aux questions que nous, on connaît bien et qu'on a envie de faire avancer. Et forcément, on a une forme d'urgence et d'envie de perfection, mais on a aussi un enjeu à trouver des gens qui ne sont pas encore dans cette démarche-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans le livre, c'est ce que je dis, c'est en fait, il faut parler avec nos émotions, parce qu'il y a un truc, on dit toujours aussi radicalité et émotion, c'est forcément quelque chose de négatif. Je pense qu'au contraire, en fait, il faut qu'on réapprenne à parler en empathie, à créer de l'empathie, à parler avec le cœur pour retrouver justement ces autres publics qui ne sont pas aussi sensibilisés. Donc ça ne veut pas dire ne pas être radical dans l'ambition qu'on a, mais plus dans la manière dont on fonctionne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'intéresser aux autres, faire en sorte que quand des gens intègrent un mouvement, ils se sentent bien, qu'ils soient considérés. Ouais. C'est ça, et puis c'est juste quand par exemple, moi forcément je parle de pétition beaucoup, mais quand vous lancez une pétition et que quelqu'un se retrouve face à votre texte et qu'il a aucune idée de ce dont vous parlez, il faut peut-être essayer de créer un sentiment de connexion avec ce dont vous parlez, et la manière de le faire, c'est d'expliquer en quoi c'est important pour vous. Et ça peut paraître très bizarre parce qu'on a une habitude aussi du militantisme, je pense en France, qui est très politisée, qui est très partisane, et du coup on a du mal à juste... Et qui parfois aliène des gens, c'est vrai. Aliène des gens. Qui s'épuisent aussi parfois dans le militantisme. Exactement, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher ces connexions, et j'aime beaucoup le fait que tu dises comment on recrée du lien entre nous, et c'est d'abord entre nous, groupes militants, donc d'avoir ce soin de l'autre, mais aussi entre nous, groupes militants, et d'autres groupes militants.